Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus aussi nombreux, ça fait très plaisir. Et donc, comme disait Xavier, je vais vous parler de choses qui sont assez près de chez nous. En fait, si vous allez observer dans les télescopes après, vous aurez l'occasion probablement de voir quelques-uns des objets dont je vais parler. Donc, je m'appelle Alexis Bouquet, je suis postdoctorant au laboratoire d'astrophysique de Marseille, financé par le CNES. Et donc, avant de faire ça, j'étais thésard au Southwest Research Institute aux États-Unis, là où j'ai travaillé sur la mission Cassini, et beaucoup des résultats dont je vais vous parler ce soir viennent de la mission Cassini. Et sinon, ce que je fais actuellement, c'est centré sur une discipline qui s'appelle l'astrobiologie, qui est l'idée de chercher la vie ailleurs que sur Terre. Et d'essayer déjà en avance de comprendre où est-ce que ce serait le meilleur endroit pour la chercher, et sous quelles conditions elle pourrait exister. Et donc, ce soir, je vous propose de parler de la possibilité de la vie sous la glace. C'est une idée un peu folle qui, maintenant, est devenue un pilier de l'astrobiologie, qui est qu'il y a plusieurs corps du système solaire, qui sont un peu comme celui-là. Donc cet exemple, c'est Encelade, dont je vais parler beaucoup ce soir. Plusieurs corps du système solaire sont couverts d'une épaisse couche de glace. Je parle de plusieurs kilomètres de glace. Et en dessous, ils ont un océan d'eau liquide. Et cet océan d'eau liquide pourrait présenter les conditions nécessaires et peut-être suffisantes pour la vie. Donc, ça aurait été, dans les années 70-80, vous auriez parlé de ça, ça aurait été un peu foufou. Maintenant, c'est l'avant-garde de l'astrobiologie. Alors, tout d'abord, je vais vous donner un bref b.a.-ba d'astrobiologie. Après ça, vous serez des astrobiologistes experts. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on cherche et de ce qui nous intéresse et de pourquoi on le cherche sous cette forme. Ensuite, je parlerai donc d'Encelade, que j'appelle la boîte à surprise du système de Saturne. Puis de Europe, non pas Europe le continent, mais Europe, la lune de Jupiter, qui sera probablement la vedette des années 2030. Alors tout d'abord, l'astrobiologie, pourquoi chercher la vie telle qu'on la connaît et la notion de zone habitable, qui est une notion que vous avez dû entendre. Si on soit tous d'accord. Alors la notion de vie définie par la NASA, la notion provisoire, la définition provisoire, c'est a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution. Donc un système chimique qui s'auto-entretient et qui est capable d'évolution darwinienne. Donc la vie est un système chimique qui est en déséquilibre avec l'environnement, ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un concept, c'est un mot compliqué pour un concept relativement simple, qui est que votre corps, par exemple, maintient sa température. S'il fait un peu plus chaud en dehors ou un peu moins chaud, ou très chaud comme en ce moment pendant la journée, votre corps va rester plus ou moins à la même température. Et il va avoir des mécanismes de régulation pour rester à cette température optimale. Pareil, selon que l'environnement autour de vous est super sec ou humide, le montant d'eau dans votre corps reste à peu près le même. La vie se reproduit. C'est une caractéristique qui est relativement unique, c'est cette capacité de duplication. Et elle subit l'évolution darwinienne. Alors ça, quand vous êtes un chercheur et vous cherchez à trouver la vie quelque part, c'est compliqué. Comment vous observez ça, une évolution darwinienne? Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste voir un microbe et dire « Ah, ça c'est la vie ». Non, vous avez besoin d'observer son évolution. Donc vous avez besoin d'observer plusieurs générations. Donc, trouver la vie, ce sont beaucoup de questions compliquées. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche exactement et à quoi ça va ressembler. Surtout qu'on n'a pas le luxe de juste pouvoir envoyer quelqu'un sur un monde lointain et juste les faire regarder à travers un microscope pour voir un truc qui gigote. Une question que j'entends souvent. Donc, souvent, les chercheurs vont mentionner la vie telle qu'on la connaît. Ce sont les conditions pour la vie telle qu'on la connaît. On cherche la vie telle qu'on la connaît. Et une remarque que j'ai souvent, c'est oui, mais pourquoi vous ne cherchez pas la vie, quelque chose de complètement différent? Il pourrait y avoir quelque chose de complètement différent. Ça vaut le coup de s'y attarder un petit peu. Alors, la vie telle qu'on la connaît, entre autres caractéristiques frappantes, elle a besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. Et la stratégie de la NASA pour trouver la vie au début partait de suivre l'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau liquide? C'est là qu'on va chercher. Et aussi, c'est une vie basée sur le carbone. Donc elle est construite avec ce qu'on appelle des molécules organiques.
Et quand vous entendez molécules organiques dans les news, ça veut dire molécules construites avec du carbone, ça ne veut pas nécessairement dire vivant. Mais alors, pourquoi on n'imaginerait pas une forme de vie basée sur l'uranium, par exemple, et qui boit du plomb liquide? Après tout, si on veut vraiment avoir de l'imagination, pourquoi pas? Bien, le fait est que la vie telle qu'on la connaît, elle existe et elle fonctionne comme ça pour un certain nombre de raisons. Alors, pourquoi le carbone, par exemple? Le carbone, c'est un élément qui est abondant, pour commencer, qui est produit par des étoiles légères, donc qui est produit relativement facilement. Donc il y en a plein dans l'univers. Si vous voulez construire une vie, imaginons que vous êtes Dieu, et vous voulez vous voulez démarrer quelque chose qui va durer longtemps, vous voulez démarrer une vie qui marche bien. Bon, vous avez intérêt à ce qu'elle soit basée sur des briques qui sont faciles à trouver. De plus, le carbone, donc, non, je ne sais pas quelle est cette molécule, mais elle illustrait bien ce que je voulais dire, c'est qu'un atome de carbone, c'est un atome qui a 4 liaisons. On appelle ça tétravalent. Donc c'est une excellente brique qui ouvre plein de possibilités. Ici, vous avez un atome de carbone relié à 2 autres atomes de carbone, plus solidement arrimé par une double liaison à un atome d'oxygène. Et ici, vous avez un exemple de cycle, vous avez quelques doubles liaisons qui font que cette structure est très difficile à casser. Dans un environnement plein de radiation, avoir une molécule qui peut prendre un coup et ne pas se briser en 1000 morceaux, c'est bien. Donc le carbone ouvre énormément de possibilités et il y en a beaucoup. Donc c'est pas un hasard c'est pas un hasard qui fait que le carbone est la brique principale de laquelle vous, moi, toute la vie autour de nous est faite. Et aussi, pourquoi l'eau? L'eau, c'est un peu les mêmes raisons. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène. L'oxygène, c'est un élément abondant, pareil, produit en fin de cycle par des étoiles relativement légères. L'hydrogène, c'est tout simplement l'atome le plus abondant de l'univers. C'est aussi le plus simple. Un proton, un électron qui tourne autour. Et c'est une molécule qui est stable. Ses liaisons sont plutôt solides. L'oxygène arrime bien ces atomes d'hydrogène. C'est un très bon solvant. Parce qu'en fait, l'eau, elle sert à quoi dans votre corps? Elle sert de véhicule. Elle sert à permettre des réactions chimiques, elle sert à permettre à d'autres molécules de se rencontrer les unes les autres et de réagir ensemble. Ce sont ces processus-là qui font la vie, c'est un ensemble de réactions chimiques. Et l'eau, c'est un très bon solvant dans lequel beaucoup de différents composés vont très bien se dissoudre. Et elle existe dans ces 3 états, dans un intervalle étroit de température, de 0 à 100 degrés. Vous avez facilement l'eau liquide, gazeuse, solide. Et c'est un intervalle de température qui est plutôt raisonnable, dans la mesure où ce sont des températures assez chaudes pour que les réactions soient relativement rapides, mais aussi assez froides pour que vous ne disloquiez pas les grosses molécules. Donc, ce n'est pas un hasard non plus si la vie telle qu'on la connaît utilise l'eau. Et ces conditions, la chimie, ça c'est valable partout dans notre univers. Donc c'est pour ça que ça fait sens de chercher la vie, d'abord de chercher la vie telle qu'on la connaît, avant de s'imaginer des formes de vie complètement aliens, complètement différentes. Alors maintenant, un concept que vous avez dû entendre à chaque fois qu'on parle d'exoplanètes en particulier, donc de planètes en dehors de notre système solaire, c'est la notion de zone habitable. C'est la zone où l'eau liquide est possible à la surface d'une planète. Donc voilà, en gros, les estimations de zone habitable pour notre système solaire. Donc on voit que Vénus est un peu trop proche du Soleil, Mars un peu trop loin, à moins qu'on soit vraiment optimiste. Mais déjà, ça pose une question, ça. Dire l'eau liquide est possible à la surface d'une planète. Qu'est-ce qui se passerait si je ne bouge pas la Terre, mais je remplace toute son atmosphère par du dioxyde de carbone? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Elle chauffe, oui. Et à votre avis, est-ce qu'elle chauffe au point que l'eau bout? Probablement, oui. Donc, voilà, la Terre est toujours dans la zone habitable, mais juste en changeant quelque chose sur son atmosphère, il n'y a plus d'eau. Un autre problème avec cette notion, à votre avis, où trouve-t-on le plus d'eau liquide dans notre système solaire? Dans la zone habitable ou en dehors? Alors, ceux qui pensent que c'est en dehors, levez la main.
Ok. Ceux qui pensent que c'est dans la zone habitable? Ah, ça, je dirais c'est à peu près 50-50 parmi les suffrages exprimés. Bon, bah, je vous le dis tout de suite, spoiler, c'est en dehors de la zone habitable qu'on trouve le plus d'eau liquide dans notre système solaire. Donc la notion de zone habitable, c'est un outil pour se dire que la planète est exposée au Soleil, mais pas trop. Mais ce qui va la rendre habitable ou pas, en tout cas ce qui fait qu'elle va avoir de l'eau liquide à sa surface ou pas, enfin qu'elle va avoir de l'eau liquide, tout simplement, ou pas, c'est une myriade d'autres facteurs. Et pour être habitable, l'eau, c'est pas assez. Vous avez votre verre d'eau pure, ça ne veut pas dire qu'une bactérie va survivre dedans très longtemps. Il faut de l'énergie, il faut alimenter tous ces processus de reproduction, il faut alimenter le self-sustaining, donc l'auto-entretien. Alors sur Terre, la plus grosse source d'énergie, tout simplement, c'est la photosynthèse. Enfin, c'est l'énergie solaire à travers la photosynthèse. Or, vous et moi, on n'a pas de chlorophylle dans notre peau, on ne marche pas à la photosynthèse, on ne marche pas à l'énergie solaire. Mais quand vous mangez une plante, ou quand vous mangez un animal qui a mangé une plante, ou quand vous mangez un animal qui a mangé un animal qui a mangé une plante, eh bien, indirectement, vous fonctionnez à l'énergie solaire. Vous capitalisez sur cette énergie qui a été accumulée par les plantes. Ceci dit, plus on s'éloigne du Soleil, ou tout simplement si on est sous terre, bah, cette énergie n'est pas disponible. Une autre possibilité, c'est l'énergie chimique si vous avez des ingrédients présents. Alors, le feu, c'est un exemple d'une réaction chimique qui émet de l'énergie. Donc si vous avez un déséquilibre chimique, vous avez des espèces chimiques qui veulent réagir les unes avec les autres, vous pouvez les utiliser pour votre profit, pour vous alimenter en énergie, sans avoir besoin de l'énergie du soleil. Donc, quand on cherche un monde où il pourrait y avoir la vie, on se pose la question de a-t-il de l'eau et a-t-il de l'énergie disponible sous une forme ou une autre? Et ici, je vais principalement m'intéresser à des formes d'énergie chimique parce que je vais parler de mondes qui sont loin du Soleil. Donc, l'exemple d'un tel monde, c'est Encelade, comme j'appelle la boîte à surprise du système de Saturne, un mini-monde hyperactif. Alors déjà, une vue sur notre destination, c'est Saturne, je suppose que vous avez tous reconnu. Cette photo, on la doit à la mission Cassini. La mission Cassini-Huygens, je me sens obligé de dire Cassini-Huygens parce que Huygens, c'est la partie européenne de la mission. Et bon, étant européen, je dois la loyauté à mon continent. Donc c'est un des plus grands succès de l'histoire de l'exploration spatiale, lancé en 1997, fini en 2017. Une mission flagship, donc les missions les plus chères de la NASA. Le module Huygens a été réalisé par l'ESA. Un de ses objectifs principaux, en plus de Saturne et de ses anneaux, c'était Titan, une lune avec une atmosphère. À l'époque, ça faisait vraiment rêver, et ça fait toujours rêver. C'est toujours un des objets les plus intéressants du système solaire. Alors comme vous voyez ici, Saturne a beaucoup de lunes, 60 et quelques la dernière fois qu'on a compté, je crois. Et si on passait plus de temps là-bas, on en trouverait d'autres. Et donc, parmi toutes ces lunes, bon, il y avait Encelade. Et à l'époque, Encelade est tellement petite, on s'attendait à ce que ce soit un bout de glace inerte qui ne fasse pas grand-chose. On a juste remarqué, ceci dit, que, donc, comme je disais, elle est petite. On va ici comparer aux États-Unis, ici comparer à l'Angleterre, comparer à notre Lune aussi. On avait juste remarqué au cours des missions voyageurs qu'Encelade était bizarrement lisse et brillante. C'est intéressant ça, parce que un objet, vous le laissez assez longtemps dans le système solaire, d'accord, le vide de l'espace est très vide, mais en même temps, il y a de la poussière qui se balade, et si vous restez plusieurs millions d'années dans le système solaire, votre objet va finir par être sale, il va finir par être sombre. Les images de la comète 67P, la comète de la mission Rosetta, elles sont quand même pas mal éclaircies pour qu'on puisse voir quelque chose. Sinon, ce sont des objets qui sont très noirs, quasiment aussi noirs que du charbon. Et pourtant, Encelade avait réussi à rester lisse et brillante, bizarrement. Quand Cassini est arrivé autour d'Encelade en 2004, enfin autour de Saturne en 2004, il y avait les premiers soupçons dans la mesure du champ magnétique. Encelade déformait le champ magnétique de Saturne, comme s'il y avait quelque chose qui poussait contre le champ magnétique, comme s'il y avait une sorte d'atmosphère, mais ça n'a aucun sens, parce qu'un corps comme Encelade est trop petit pour retenir une atmosphère. Encelade, le diamètre, c'est 500 km. C'est rien. Et donc,
Une fois qu'on a commencé à avoir des photos d'un peu plus près, alors l'œil du planétologue, il voit quoi là quand on voit ça? Bon, à part que c'est beau. Alors, alors, l'eau, on ne la voit pas encore, mais on voit que c'est de la glace d'eau. C'est couvert de glace d'eau et c'est bien brillant, ce qui est bizarre, comme je disais, ça devrait être sale. Donc qu'est-ce qui fait que cette glace d'eau est préservée comme ça? Et aussi, j'ai entendu cratère. Eh bien oui, il y a des cratères ici, c'est normal. Vous laissez quelque chose dans le système solaire assez longtemps, il va finir par être couvert de cratères. Mais ici, sur cette partie, il n'y a pas de cratère. Donc il y a quelque chose qui reforme ce terrain, qui efface les cratères. Donc cette surface, elle bouge, elle est remodelée d'une manière ou d'une autre. Puis vous avez ça, ces espèces de rayures, ces failles, qu'on appelle les rayures de tigre, tiger stripes. Alors ici, elles sont en fausse couleur, c'est-à-dire elles sont le bleu, ça symbolise qu'il y a un peu de méthane. Et si on regarde cette zone de plus près, dans l'infrarouge, elle est chaude. Alors quand je dis chaude, c'est 200 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 70 degrés Celsius. Ce n'est pas encore chaud. Mais comparé au reste de la surface, qui est dans les 70-80 degrés Kelvin, donc c'est moins 200 degrés Celsius, oui, c'est chaud. Il y a plusieurs gigawatts d'émissions thermiques qui viennent de là. Mais la plus grosse surprise, c'était lorsqu'on regarde sous le bon angle des geysers. Encelade crache de l'eau, crache de la vapeur d'eau dans l'espace. Comme Encelade est toute petite, elle a une gravité très faible, donc cette eau, elle peut aller très loin dans l'espace. Et donc Cassini pouvait passer à travers ces geysers pour analyser leur contenu. Donc en gros ici, il y a 100 kg par seconde, 100 à 200 kg par seconde de vapeur d'eau qui est éjectée. Sur ces échelles, c'est très diffus, c'est pas grand-chose. Il faut vraiment savoir que c'est là pour réussir à faire une photo comme ça. Sinon, les sondes voyageurs sont passés dans le système de Saturne et n'ont pas vu ça. Alors déjà, ça a résolu un premier mystère qui est pourquoi Encelade est aussi brillante, parce qu'une partie de cette eau retombe sur la surface et crée de la glace fraîche, donc de la glace brillante. Alors oui, le petit point là, c'est Encelade. Là, c'est à l'échelle du système de Saturne. Et Encelade, avec ses geysers, alimente l'anneau E. Alors l'anneau E, ce soir, vous pourrez probablement voir les anneaux de Saturne, grâce au télescope du site, mais vous verrez ces anneaux-là. L'anneau E, c'est un anneau qui est très diffus, très ténu, qui est fait de tout petits grains de glace. Donc, avec le matériel d'ici, il n'est pas décelable. Mais c'était un mystère. Qu'est-ce qui crée l'anneau E? Qu'est-ce qui l'entretient? C'était un mystère qui n'avait pas été résolu jusque-là. On pensait qu'il y avait un rôle d'Encelade là-dedans, mais on ne s'imagine pas qu'Encelade aurait un rôle actif, dans la mesure où Encelade ne serait pas en train d'éjecter, avec des geysers, d'éjecter de la vapeur d'eau dans le système de Saturne. Bon, mais ces geysers, ils viennent d'où? Alors pendant longtemps, les chercheurs ont essayé de trouver des explications, ce que j'appelle des explications sèches, c'est-à-dire une sorte de dissociation de glace, la glace qui explose, une glace qui contient des volatiles qui explosent. Mais quand on a trouvé du sel dans les geysers, il a fallu bien se rendre compte que c'est de l'eau d'un océan qui est gelée. Alors la première explication qu'on avait pour la provenance de cette vapeur d'eau, c'était une mer locale. Pourquoi une mer locale? Parce qu'on se dit, un corps aussi petit qu'Encelade, il perd sa chaleur très très vite. Donc il devrait geler très vite. C'est pour ça qu'on pensait qu'il devrait être complètement gelé déjà quand on arrive. Quelque chose qui est relativement facile à maintenir, c'est un petit lac, une petite mer, en dessous d'une très épaisse couche de glace qui sert d'isolant. Là, il y a peut-être moyen de garder de l'eau pendant très longtemps. Donc c'est la première explication vers laquelle on se dirigeait. Et puis, plus on a cumulé de savoir sur Encelade, plus on a dû se rendre à l'évidence, c'est un océan global. C'est-à-dire, partout autour du noyau d'Encelade, il y a de l'eau liquide. C'est beaucoup plus difficile à maintenir chaud, mais pourtant, ça semble être le cas. Sous une épaisse couche de glace, 30 à 60 km, donc ça sert quand même d'un bon isolant. Et puis, sur plus de 10 ans, sur 13 ans en fait, on a accumulé encore plus de données et on a dû se rendre à l'évidence que l'océan global est en fait sous une croûte fine.
Alors ici, vous avez dans les 20 km, et ici, les estimations varient, mais ça pourrait être dans les 4 km. 4 km de glace, ça isole pas grand-chose. Et à l'échelle de l'âge du système solaire, ça devrait être plus qu'assez pour que Encelade gèle complètement et que cet océan soit réduit à l'état de glace solide. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, d'où vient l'énergie qui sert à maintenir cette eau liquide, qui sert à maintenir Encelade suffisamment chaude? C'est l'effet de marée. Encelade a ce qu'on appelle une orbite excentrique, c'est-à-dire qu'elle arrive plus ou moins près de Saturne. Et donc, alors qu'elle est loin de Saturne, on va dire, elle ressent toute la gravité de Saturne de façon relativement homogène. Mais si elle se rapproche, elle va être un peu étirée comme ça, parce que la partie qui est plus près de Saturne va être tirée plus fort, puisqu'elle est plus proche. La partie ici est tirée moyennement fort, la partie qui est plus loin est tirée un peu moins fort. Donc vous allez triturer Encelade comme ça, vous allez l'étendre quand elle se rapproche, puis après quand elle s'éloigne à nouveau, elle revient à sa forme normale. Et ce cycle de malaxer Encelade, de l'étirer, de la relâcher, étirer, relâcher, ça va créer des frictions internes au noyau rocheux, des frictions entre la glace et l'eau, qui se dissipent sous forme de chaleur. Et c'est ce qui maintient Encelade suffisamment chaude. Alors le mécanisme exact, c'est encore quelque chose sur lequel les chercheurs travaillent, mais en termes de bilan énergétique, en termes de combien d'énergie ça produit et combien on a besoin, ça marche. On retrouve à peu près le montant d'énergie qu'il faut pour émettre cette chaleur qu'on voit au pôle, que je vous ai montré dans l'infrarouge. Et donc, on a un océan liquide. Maintenant, on va savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas que de l'eau, on espère. Et comme je disais, Cassini est passé à travers les geysers, à analyser leur composition. Donc principalement de l'eau, mais aussi beaucoup d'autres molécules intéressantes. Les deux plus intéressantes, je dirais, sont hydrogène et dioxyde de carbone. Et j'étais dans l'équipe qui a identifié l'hydrogène et je peux vous dire ça a été vraiment douloureux de faire cette mesure. L'environnement, on va dire l'instrument n'était pas prévu pour ça. Alors pourquoi hydrogène et dioxyde de carbone c'est intéressant? Alors déjà l'hydrogène, c'est une molécule qui est toute petite. C'est une molécule qui s'échappe facilement. Un corps aussi petit qu'Encelade aurait bien du mal à garder de l'hydrogène. Et donc, si on en voit, ça veut dire que c'est produit en ce moment. Et un des seuls moyens de produire autant d'hydrogène, c'est l'activité hydrothermale. Alors ça, c'est pas une photo prise à Encelade, c'est une photo prise sur le plancher océanique de la Terre. Sur le plancher océanique terrestre, vous pouvez trouver des endroits où l'eau a des réactions chimiques avec le plancher océanique, avec les roches. Ces réactions produisent toutes sortes d'espèces chimiques, y compris l'hydrogène, et de la chaleur. Et ce sont des véritables oasis de vie dans le plancher océanique, qui nourrissent des formes de vie qui, à 3000 mètres de fond, elles ne voient pas le soleil. Donc c'est un exemple de système, d'écosystème qui n'a pas besoin du soleil et qui peut subsister au fond de l'océan sur de l'énergie chimique. Et donc, le fait qu'on identifie l'hydrogène veut dire on a une activité comme ça au plancher océanique d'Encelade. Donc on a un océan qui a ses sources, et dioxyde de carbone plus hydrogène, c'est une réaction qui est utilisée par de nombreuses bactéries sur Terre, ce qu'on appelle la méthanogénèse. Donc ils mangent du dioxyde de carbone et de l'hydrogène et produisent du méthane, et on voit du méthane dans les geysers d'Encelade. Bon, il y a beaucoup de manières de produire du méthane, donc ce n'est pas une preuve définitive qu'il y a de la vie en train de se nourrir de cette réaction. Mais ceci dit, ça veut dire que si vous larguiez une bactérie terrestre, au moins un méthanogène, si vous la larguiez dans l'océan d'Encelade, elle pourrait probablement survivre. Elle trouverait de quoi manger. Par contre, voilà, ceci est un environnement parfait pour les étudiants. Il y a à manger. Mais si vous regardez attentivement, vous voyez que pas une seule part de pizza n'a disparu. Donc ça veut dire qu'il n'y a probablement aucun étudiant qui est passé par là. Pour Encelade, on est en train de se poser cette question justement, qui est que est-ce qu'il n'y aurait pas trop d'hydrogène? Est-ce que tout cet hydrogène, ça ne veut pas dire justement que personne n'est là en train de le manger? Parce que la vie sur Terre s'étend très vite pour
pour utiliser toutes les opportunités que le système lui offre. Quelque part, on s'attendrait à ce qu'une biosphère de bactéries se soit étendue, se soit reproduite au point de manger tout l'hydrogène qui est disponible et on n'en verrait pas dans les geysers. Donc, la question est toujours ouverte. La mission Cassini est finie. La mission Cassini, c'était notre meilleur moyen d'avoir des informations sur Encelade. Cassini a été précipitée dans Saturne en 2017 pour éviter qu'elle ne s'écrase sur Encelade et qu'elle ne puisse la contaminer. Ce serait quand même dommage de trouver de la vie sur Encelade dans quelques années et de dire « Ah bah oui, mais c'est nous qui l'avons apporté ». Donc, pour l'instant, on essaie d'exploiter, on essore les données Cassini pour en tirer tout ce qu'on peut, mais le seul moyen d'être sûr qu'il y a de la vie sur Encelade, c'est de retourner là-bas et de préférence de ramener un échantillon, parce que les moyens d'analyse qu'on a sur Terre sont bien meilleurs que tout ce qu'on pourrait envoyer dans l'espace. Alors maintenant, on va parler du futur, Europe, donc la future année 2030. Un autre point possible pour trouver la vie. Alors Europe, elle se trouve autour d'une autre planète que vous pouvez voir ce soir par les télescopes, qui est Jupiter. Et ça, c'est une photo que l'on doit à la mission Juno, qui en ce moment se trouve autour de Jupiter. Alors le système jovien est particulièrement intéressant dans la mesure où il a les 4 lunes galiléennes, qui sont des lunes que Galilée a vues avec sa petite lunette à l'époque, et qui sont relativement faciles à apercevoir selon leur position. Je ne sais pas comment elles sont positionnées ce soir, mais il est probable que vous puissiez voir au moins une ou deux de ces lunes ce soir. Donc, les lunes galiléennes incluent Io, qui n'a pas d'eau, qui est desséchée, qui est très chaude et qui a une activité volcanique intense. Et quand je dis activité volcanique intense, voilà un panache de Io. Europe, dont je vais davantage parler, mais vous pouvez déjà voir que, comme je disais, maintenant que vous avez l'œil du planétologue, vous pouvez déjà voir, il n'y a pas beaucoup de cratères. Il y a quelque chose qui reforme la surface. Et aussi, la glace ici est relativement brillante, et ici elle est relativement rouge, sale. Ce n'est pas ce qu'on voit normalement si vous abandonnez juste un corps dans l'espace. Normalement, il devient sombre. Il y a aussi Ganymède, qui est la plus grande lune du système solaire, qui a son propre champ magnétique, et qui a elle aussi des paysages un peu tourmentés, qui montrent qu'au niveau géologique, il se passe quelque chose. Callisto, qui est presque une sœur jumelle de Ganymède, en tout cas on dirait qu'elle est faite des mêmes choses, et pourtant qui est si différente. Elle, par contre, côté cratère, elle manque de rien. Et elle n'a pas du tout la même activité géologique que Ganymède. Mais donc, on va se concentrer sur Europe. Alors déjà, quelques mots sur l'environnement jovien, qui est quand même un environnement particulier. Comme je le disais, Io éjecte divers gaz incluant de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre. Le champ magnétique de Jupiter. Alors, Jupiter a le champ magnétique le plus puissant du système solaire, à part celui du Soleil lui-même. Et ce champ magnétique capture les particules qui viennent de Io. Et donc ces particules vont se balader le long du champ magnétique de Jupiter, vont devenir des particules énergétiques. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans l'environnement de Jupiter, dans la proximité de Jupiter, va être bombardé par ces particules énergétiques. Et particules énergétiques, on appelle ça des radiations souvent. Donc l'environnement de Jupiter est un enfer radioactif. C'est important si vous voulez envoyer des appareils électroniques, parce qu'ils ne vont pas forcément survivre très longtemps. Et même ceux qui survivent, vous allez avoir un bruit de fond. Un bruit de fond électronique, quand vous essayez de faire des mesures scientifiques de haute précision, c'est une horreur. Ça limite sérieusement ce que vous pouvez faire. D'un autre côté, ces particules vont bombarder aussi les lunes, les surfaces de ces lunes de Jupiter. Et ça peut avoir des implications intéressantes pour la chimie qui se passe à la surface. Mais aussi, ça veut dire, quand vous observez quelque chose à la surface, si vous observez telle molécule à la surface, vous devez garder en tête qu'elle pourrait avoir été créée par des processus de radiation. Alors, donc voici déjà une photo d'Europe vue par la mission Galileo. Donc, comme je disais, un terrain jeune. Quand je dis jeune, c'est entre 10 et 100 millions d'années, ce qui à l'échelle du système solaire, sur 4,5 milliards d'années, c'est pas grand-chose, qui montre une activité géologique. Toutes ces lignes de fracture, c'est pas quelque chose qui se crée facilement spontanément, c'est quelque chose qui
qui a besoin d'avoir une force derrière qui les crée. Et aussi, c'est intéressant de noter que les couleurs sont liées à ces traits géologiques. Alors ça, une manière de l'interpréter, c'est qu'elles sont aussi chimiquement différentes. Et comment elles pourraient être chimiquement différentes? Si quelque chose est remonté depuis un océan. Alors voici un exemple. Donc, oui, j'ai oublié de rendre hommage à la mission Galileo, qui était une mission dans les années 90. Son objectif principal, c'était Jupiter, mais pareil, elle s'est arrêtée, autour d'Europe pour nous livrer ces magnifiques photos, qui sont pour l'instant les photos qu'on a de plus près des lunes galiléennes. Donc, comme vous voyez, ces lignes, dont on n'est pas encore sûr qu'est-ce qui les a créées, mais on voit que certaines lignes chevauchent d'autres. Donc il y a une évolution avec le temps. Il y a de nouvelles lignes qui se créent au fur et à mesure du temps. Et ça, ces maculas, c'est un truc qui donne énormément d'espoir aux chercheurs, parce qu'on suppose, donc, du fait de leurs couleurs différentes, il y a une chimie qui est réellement différente. Ces couleurs ocre sont souvent attribuées au résultat de l'irradiation de sel. Ça pourrait être de l'eau salée, donc de l'eau de l'océan en dessous, qui est remontée à la surface. Et ça, scientifiquement, c'est magnifique, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'aller creuser à travers plusieurs kilomètres de glace pour aller analyser l'océan. Il y a des morceaux qui remontent à la surface. C'est presque aussi bien que d'avoir des geysers qui éjectent directement de l'eau dans l'espace. C'est presque aussi bien qu'un Encelade. Et donc, les données de la mission Galileo ont permis de déduire que Europe a bel et bien de l'eau salée en dessous de sa couche de glace. Là, on l'a vu par les déformations du champ magnétique créées par cette eau salée. Et un intérieur qui est probablement différencié, c'est-à-dire avec un noyau de fer, comme le nôtre. Et cette couche eau plus glace, ensemble, ça représente plus d'eau que sur la Terre. Juste Europe. Je ne compte pas l'eau sur Encelade, je ne compte pas l'eau sur Titan, je ne compte pas l'eau. Juste Europe, qui est en dehors de la zone habitable, a plus d'eau liquide que la Terre. La Terre, c'est un corps qui est relativement sec si vous faites le bilan sur tout le volume de la Terre. Et Europe est un corps qui est relativement sec aussi, comparé à Ganymède ou Callisto. Europe a perdu beaucoup de son eau, parce que c'est une couche quand même relativement superficielle ici. Et quand je disais l'eau, les matériaux de l'océan qui remontent à la surface, c'est bien, c'est presque aussi bien que les geysers, eh bien, plus ça va, plus on a d'espoir qu'il y ait des geysers sur Europe. Galiléo n'en a pas trouvé, mais en même temps, Galiléo ne cherchait pas ça. Et les preuves depuis la Terre, avec les observations par le télescope Hubble, commencent à s'accumuler. Il y a quelque chose qui montre qu'il y a de l'eau gazeuse par ici. On préfère être prudent, ça pourrait être un impact, ça pourrait être des événements très, très ponctuels, mais on n'arrive pas à les observer à tous les coups, mais certaines observations indépendantes commencent à ramener des preuves que oui, il y aurait des geysers sur Europe. Ce qui est super. Mais d'un autre côté, ces geysers semblent beaucoup plus diffus que ceux d'Encelade, donc ça veut dire que pour les missions futures, on n'est pas encore sûr de pouvoir localiser la source des geysers et passer à travers comme on l'a fait avec Encelade. Avec Encelade, les geysers sont plutôt concentrés, plus que dans le cas d'Europe. Mais ça veut dire qu'il y a du matériel éjecté qui retombe à la surface régulièrement. Comme on a des instruments plus sensibles maintenant, on pourrait peut-être en tirer quelque chose. Donc, si je fais le bilan de ce qui se passe près de la surface d'Europe, il y a une chimie qui est potentiellement riche. Donc vous avez possible communication avec l'océan, éjection. Europe est plus grosse qu'Encelade. Europe est à peu près aussi grosse que notre Lune, un peu plus petite. Donc ça veut dire plus de gravité. Donc ça veut dire que tous ces trucs qui viennent de l'océan, toutes ces molécules qui viennent de l'océan, elles ont une chance de retomber sur la surface, où là, elles seront bombardées intensément par les ceintures de radiation de Jupiter. Et ça ne fait pas que détruire. Vous allez casser les molécules qui sortent, mais aussi, en général, les molécules cassées, elles ne vont pas se contenter de rester sous forme de fragments. Elles vont se recombiner chimiquement. Avec ce bombardement, vous activez de la chimie, vous créez de nouvelles molécules, et s'il y a communication entre l'océan et la glace, toutes ces molécules que vous créez ici peuvent retomber
et nourrir une éventuelle biosphère. C'est intéressant en particulier parce que vous avez une surface qui est très riche en oxygène à cause du bombardement. Quand vous bombardez la glace, vous créez de l'oxygène. Donc contrairement à Encelade, ici vous avez une source d'oxygène, comme dans nos océans, qui pourrait être apportée à l'océan. L'oxygène, O2, c'est une molécule qui, du point de vue métabolique, du point de vue soutenir l'énergie, soutenir la vie, qui est quand même très efficace. Et ce n'est pas une molécule qui est très stable, justement. C'est une molécule qui est très réactive. Donc, vous ne la gardez pas, souvent vous ne la gardez pas. Vous avez besoin d'une source continuelle, vous avez besoin d'une source d'un renouvellement. Et sur Europe, vous avez cette source. En gros, vous avez un déséquilibre chimique entre ce qui vient de la surface, oxygène plus nouvelles molécules, et ce qui pourrait venir d'en dessous de l'activité hydrothermale. Mais évidemment, tout ça, c'est hypothétique. On ne sait pas encore précisément ce qu'il y a à la surface. Mais Europe est la cible de 2 missions d'envergure, au moins. La première, c'est Europa Clipper, une mission qui est entièrement dédiée à déterminer si Europe est habitable. Donc si elle a les bonnes conditions, si vous larguez un microbe de la Terre dans l'océan d'Europe, comment il s'en sortirait? Elle orbitera autour de Jupiter en faisant des passages près d'Europe. Alors vous allez me demander, pourquoi pas se mettre en orbite directement autour d'Europe? Parce qu'Europe est au beau milieu des ceintures de radiation de Jupiter. Donc ça veut dire que si vous restez autour d'Europe, vous êtes irradié en continu. Et à chaque fois que vous faites une analyse, vous avez ce bruit de fond insupportable qui vous empêche d'avoir des mesures de précision. Donc quelque chose que Europa Clipper va faire, c'est passer près d'Europe, prélever un petit échantillon en le gardant sur... Europa Clipper aura dans un de ses instruments aura un morceau de métal très froid. Donc les molécules de gaz collent à ce morceau de métal froid. Et une fois que vous êtes plus loin dans votre orbite, que vous êtes loin d'Europe, que vous êtes loin des ceintures de radiation, que vous n'avez plus de bruit de fond, vous réchauffez le morceau de métal, le gaz s'échappe, et là vous pouvez l'analyser avec précision. Et Europa Clipper sera lancé entre 2023 et 2025. Ça dépendra de facteurs politiques. En 2023, le meilleur scénario, c'est en 2023, on lance avec le SLS, qui est l'énorme fusée que la NASA est en train de développer. Et on arrive en 2026. Donc ça veut dire on a des données très tôt. Ça, c'est le point positif. Mais si l'administration américaine décide de réassigner toutes les grosses fusées, tous les SLS à la Lune, et bien à ce moment-là, il faudra partir en 2025 avec une fusée plus lente et arriver vers 2029. Donc ça veut dire qu'on aura vraiment les nouvelles intéressantes, on aura vraiment les données dans les années 2030. Donc c'est pour ça que je dis Europe, la star des années 2030, parce qu'on en saura plus en 2030. De son côté, l'Europe travaille sur JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer. Son objectif principal, c'est Ganymède. Elle va même aller se mettre en orbite autour de Ganymède. Ganymède est plus loin qu'Europe, donc les ceintures de radiation ne sont pas autant un problème. JUICE fera plusieurs passages près d'Europe quand même. Donc le lancement serait en 2022, mais comme l'Europe utilise des fusées moins puissantes que le SLS, l'arrivée serait en 2029. Donc ça pourrait soit être une arrivée à peu près en même temps que Europa Clipper, soit une arrivée plus tard. Mais les deux missions seront tout de même très complémentaires pour comprendre le système jovien et peut-être caractériser l'habitabilité d'Europe. Et quand je dis deux missions au moins, c'est que peut-être, nous aurons un atterrisseur sur Europe. Alors ça, c'est un projet qui a été lancé, qui est en ce qu'on appelle pré-phase A. C'est-à-dire qu'ils sont encore en train de décider comment, en gros, on ferait ça, quels sont les moyens techniques qu'il faut développer et quels sont les instruments possibles là-dessus. C'est en cours d'étude. Comme je disais, environnement radioactif, il survivrait en gros 20 jours à la surface. Donc 20 jours pour trouver la vie. Là, ce n'est pas l'habitabilité, c'est la vie qu'on cherche. Et il creuserait 10 cm sous la glace pour trouver du matériel non irradié. Parce que oui, une épaisseur de glace comme isolant contre les radiations, ça marche assez bien. Donc si vous creusez plusieurs centimètres, vous commencerez à trouver du matériel qui n'a pas été frappé par des particules radioactives. Mais ça, c'est aussi une question de politique, parce que ça coûterait très cher aussi. Atterrir, c'est très difficile. Ça coûte énormément d'argent. Ça coûte énormément de carburant. Et la surface d'Europe
elle n'est pas caractérisée à cette échelle. Là, c'est à peu près à 1 mètre, 2 mètres. On n'a pas des cartes d'Europe précises à cette échelle. Donc, on a intérêt à avoir un système qui soit capable, de façon autonome, de gérer un terrain qui soit accidenté. Et il y a le facteur politique qui est aussi que le plus gros défenseur de ce projet, celui qui poussait vraiment dans le Congrès américain, a perdu sa réélection l'année dernière. Donc, politiquement, il n'y a plus de défenseur pour ce projet. La NASA continue à travailler dessus. J'étais à une réunion le mois dernier où ils continuent à faire avancer ce projet. Mais c'est sur un budget réduit et on ne sait pas ce qui va lui arriver. Bon, mais mentionner Ganymède, ça vaut le coup de lui donner une mention honorable. Et puis après tout, on est déjà dans le système jovien, alors pourquoi pas. Donc on voit que Ganymède a un terrain qui n'est pas aussi chaotique que celui d'Europe, mais tout de même avec des terrains plus clairs qui montrent qu'il y a une sorte d'activité cryovolcanique, qu'il y a de l'eau qui est remontée à la surface et qui a formé de la glace fraîche. Comme je disais, on a des terrains qui sont plus clairs, et plus clair, ça veut dire plus récent, parce que ça n'a pas eu le temps d'être sali par des poussières. Par contre, Ganymède est plus grosse, beaucoup plus grosse que Europe. Donc ça veut dire que les pressions sont plus intenses. Et avec suffisamment de pression, même si elle est assez chaude, l'eau, vous pouvez la resolidifier. Vous pouvez former un différent type de glace. Et avec les pressions qu'on attend sur Ganymède, c'est ce qui se passerait. Vous auriez l'océan qui serait pris en sandwich entre 2 couches de glace. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, ça, pour la vie? Si quelqu'un veut répondre plus fort, je suis le seul à avoir le micro, désolé. Alors, oui, à votre avis? Non? Ouais, non. Alors, non, pourquoi? Parce que je vous ai donné l'exemple en slide à quel point l'activité hydrothermale c'est bien. L'activité hydrothermale, ça repose sur le contact entre un noyau rocheux, entre le plancher océanique et l'eau. Ici, vous avez une couche de glace qui isole l'eau de la roche. Donc pour soutenir la vie, c'est pas aussi bien. C'est pour ça que Ganymède, donc en termes de catégories de mondes sur lesquels trouver la vie, Ganymède est une catégorie en dessous d'Europe dans la classification de la NASA. Mais ceci dit, il y a des études théoriques qui montrent qu'une convection lente dans la glace ici pourrait possiblement aider à former des échanges lents sur l'échelle de millions d'années, mais peut-être suffisants entre l'océan et la roche. Donc, encore une fois, on a tendance à voir plus. Et pour ça, c'est plus la mission européenne JUICE qui nous aidera. Alors, il y a d'autres candidats dans le système solaire pour la vie, ou au moins qui auraient pu abriter la vie à un moment. Alors, par exemple, Cérès. Cérès est une planète naine de la ceinture d'astéroïdes. Et les données de la mission DAWN nous indiquent qu'il y a la possibilité qu'il y ait de l'eau liquide, en quelque sorte, plus de la boue, qui est subsistée sous la surface. Et la surface montre qu'il y a eu un passé océanique dans la mesure où il y a des matériaux rocheux qui sont hydratés, donc de la roche qui a été en contact avec de l'eau liquide dans un passé plus ou moins lointain. Titan. Alors, Titan, j'aurais pu faire une présentation entière là-dessus, mais c'est un sujet... Alors déjà, c'était pas mon sujet de prédilection, et l'idée, c'était la vie sous la glace. Alors, Titan est aussi une lune glacée, qui a aussi un océan d'eau sous sa surface, mais ce qui est plus intéressant avec Titan, c'est sa surface. C'est le fait qu'elle ait de l'éthane et méthane liquide, des lacs, des rivières, de méthane et d'éthane liquide à la surface, et une atmosphère pour protéger le tout. Et ici, vous avez une photo de la surface de Titan, prise par le module Huygens de la mission Cassini. Et donc, si on veut chercher la vie telle qu'on ne la connaît pas, qui se repose sur d'autres solvants que l'eau, par exemple, ce serait l'endroit. Parce que là, on a un cycle du méthane sur la surface de Titan, on a ce liquide, ce qui n'est pas de l'eau, mais qui pourrait peut-être servir de solvant à d'autres procédés. Et dans le système solaire, il y a bien d'autres corps qui sont candidats à abriter de l'eau liquide sous leur surface.
Alors, d'autres candidats, donc je les ai nommés Europe, Ganymède, Callisto aussi. Donc Titan aurait une couche d'eau liquide. Et même Pluton, Eris. Alors Eris, c'est un exemple de pourquoi Pluton n'est plus une planète. Pluton, c'était une planète jusqu'à ce qu'on commence à trouver d'autres corps de la même taille que Pluton à peu près au même endroit. Et donc, soit il fallait dire Pluton n'est plus une planète, soit il fallait dire dans ce cas, on a 10, 11, 12, 13, 14 planètes. Donc Eris, c'est un exemple d'un corps comme ça, tout comme Sedna. Triton, c'est une lune de Neptune, qui a probablement une origine similaire à celle de Pluton. C'est probablement Neptune qui a attrapé un objet de la ceinture de Kuiper, donc un objet comme Pluton, et qui en a fait son satellite. Titania, Oberon, qui sont des lunes d'Uranus. Alors, le système d'Uranus, le système de Neptune, c'est vraiment pas grand-chose. On a juste eu on a juste eu le passage de Voyageur 2. Donc, on attend avec impatience de pouvoir lancer une mission là-bas. Rhea, qui est une autre lune de Saturne. Donc, les océans potentiels, l'eau liquide, quand on commence à regarder, quand on commence à avoir les moyens de la trouver, c'est pas si rare que ça, en fait. L'eau liquide, elle est partout. Maintenant, on se pose la question de l'énergie, c'est-à-dire la chimie, parce qu'aussi loin du Soleil, on ne va pas compter sur l'énergie du Soleil. Donc, est-ce que la chimie est au rendez-vous? Et ça, il n'y a qu'un seul moyen vraiment de savoir, c'est d'aller sur place et de faire des analyses sur place. Le top du top étant le retour d'échantillons, mais ça, ce sont encore des projets relativement lointains. Alors, en résumé et en conclusion, donc l'étude des mondes océaniques nous indique que l'habitabilité, elle n'est pas si rare. En fait, quand on commence à être capable de regarder, on trouve des choses plutôt positives. On trouve de l'eau, on trouve des déséquilibres chimiques sur lesquels la vie pourrait se nourrir. Mais cela ne nous dit pas si la vie a démarré dans ces mondes. Comme je disais, c'est l'analogie de la pizza. Et on voit comment la vie fonctionne sur Terre. On ne l'a jamais vu démarrer. On n'a jamais vu une cellule s'assembler et commencer à être capable de se reproduire. On ne sait pas encore comment c'est arrivé. On arrive à retracer toute la vie qu'on connaît à un ancêtre commun. Donc ça veut dire la vie est apparue une fois ou alors elle est apparue, on ne sait pas. Donc c'est un événement qu'on comprend encore très mal. Donc on aura encore plus de mal à savoir s'il peut se passer dans un environnement différent. Alors pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour retourner sur Encelade. Des chercheurs partout dans le monde, bon, surtout aux États-Unis, continuent à proposer des idées pour retourner sur Encelade, que ce soit pour retourner avec des meilleurs instruments et refaire la même chose, mais en mieux, ou même carrément pour essayer de ramener un échantillon. Ramener un échantillon, c'est le top du top, comme je disais, mais c'est délicat quand vous y pensez, parce que de une, ça veut dire qu'il faut avoir assez de carburant pour être capable d'aller là-bas et de revenir. Mais en plus de ça, vous avez le problème de ce qu'on appelle la protection planétaire. Si vous ramenez un microbe, comment vous vous sentez à l'idée de ramener un microbe complètement inconnu, dont vous ne connaissez pas les caractéristiques sur Terre? Ça ressemble un peu au début d'un film d'horreur, non? Exactement. Donc, on ne pourrait pas faire ça sans des mesures de protection pour s'assurer que la capsule qui ramène ces échantillons, elle ne tomberait pas au milieu de nulle part, on ne perdrait pas le contrôle. Entre le moment où elle atterrit et le moment où on la récupère, elle resterait hermétiquement fermée et elle ne resterait pas plus de quelques heures toute seule. Bon, juste s'assurer ça, juste s'assurer d'avoir une capsule dont on est sûr qu'elle ne nous échappera pas et qu'elle restera hermétique, quelles que soient les catastrophes qui arrivent, ça fait exploser le coût de la mission. Et ça a été et c'est toujours un énorme obstacle à une mission de retour d'échantillon. Sur une note un peu plus d'espoir, ceci dit, donc Titan, il y a une mission de la NASA qui vient d'être sélectionnée. C'était le mois dernier, elle a été sélectionnée. On va envoyer un quadcoptère sur Titan. Donc on aura un petit drone avec 4 hélices, enfin 8 hélices, c'est 4 fois double hélice, qui va aller se poser sur la surface de Titan, qui va profiter du fait que Titan a une atmosphère pour voler et aller d'un endroit à l'autre pour faire des prélèvements et faire des analyses. Donc il y a des projets ambitieux, pas de problème, mais pour Encelade, pas de retour d'échantillon. Bon, j'ai détaillé par contre pourquoi sur Europe, on a bien des projets en cours. Mais ceci dit, on se pose toujours la question de qu'est-ce qui serait une preuve définitive de la vie?
Le retour d'échantillon, c'est facile, on met ça sous le microscope et un humain voit quelque chose gigoter et il dit « Ah bah oui, c'est la vie ». Mais quand on travaille sur des données envoyées depuis très loin, comment on sait que c'est la vie? On est encore en train de travailler sur des différentes définitions. Il y a beaucoup de choses qui nous feraient dire « Ah ben c'est pas possible d'obtenir une chimie comme ça sans que la vie s'en soit mêlée ». Mais c'est une question qui est encore ouverte. Pour l'instant, on cherche des anomalies qui nous feront dire « Ah, ça c'est la vie ». Et je vous remercie de votre attention. Et s'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Merci. Pardon ? Ah oui, alors, question c'est, est-ce qu'il y a de l'azote sur Encelade? Oui, il y a de l'ammoniac qui a été détecté dans les geysers. Et c'est bien l'ammoniac parce que, en gros, l'azote, il peut être sous deux formes simples, qui est soit le N2 qu'on a dans l'atmosphère, donc deux molécules d'azote collées ensemble, soit l'ammoniac, donc molécules d'azote, trois molécules d'hydrogène. Et le N2, c'est vraiment très stable. On ne peut pas en faire grand-chose. Ce n'est pas de l'azote qui est très disponible, qui est facile à utiliser. L'ammoniac, par contre, c'est une forme de vie qui est très, c'est une forme d'ammoniac qui est très facile, une forme d'azote qui est très facile à casser et à intégrer dans d'autres molécules. Donc, et en plus, l'ammoniac, ça sert d'antigel, ce qui est bien pour maintenir un océan liquide. Oui. Alors, donc la question c'est, s'il y a du méthane, il y a forcément des bactéries. Hélas, non. Ah, si seulement c'était vrai. Il y a beaucoup de procédés chimiques non biologiques, donc procédés abiotiques, qui peuvent former du méthane. En particulier des réactions hydrothermales, et on en a sur Terre, et on essaie encore de se dépatouiller pour savoir qu'est-ce qui est du méthane, du méthane biotique et qu'est-ce qui est du méthane abiotique. Donc le méthane, c'est pas suffisant pour dire qu'on a trouvé la vie. Et on peut obtenir du méthane par des moyens aussi simples que si vous avez de la glace avec du carbone dedans, par exemple, n'importe quel composé organique dedans, et vous l'irradiez, vous allez avoir un peu de méthane qui va sortir. Donc le méthane, c'est trop facile à former de façon non biologique pour dire que c'est une preuve de la vie. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite bonnes observations. Et comme je disais, ces objets dont j'ai parlé, vous pouvez les voir ce soir. Peut-être pas Encelade, mais au moins les lunes galiléennes, Jupiter, Saturne.